Bonjour Yann, tu, Salut. tu nous reçois aujourd'hui dans les locaux de AGM Factory, donc qui est une société de post-production au sens Mhm, large, c'est ça, hein. tout à fait. On y reviendra plus tard. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est qu'est-ce qui t'a amené à créer cette société d'AGM Factory déjà? Quel est ton parcours de base? C'est assez simple en fait. Moi, je suis mixeur de formation et Hmm. je travaillais à Paris en fixe et en freelance dans pas mal de sociétés. Enfin, qui a un parcours qui bouge beaucoup, comme Mhm. souvent à Paris. J'ai commencé à avoir des enfants. La vie parisienne avec des enfants est parfois un peu compliquée. Donc on a fait le choix de quitter Paris pour habiter à côté de Tours, en fait, D'accord. qui était à 1 heure de train, enfin qui est à 1 heure de train de Paris. Et donc moi je travaillais à Paris toute la semaine et puis ma famille était installée en Touraine. Donc Oui. voilà, au niveau de la vie familiale, c'était pas top. Donc au bout de 2 ans, je me suis vraiment posé la question. J'avais une alternative en fait qui était ou de changer de métier ou de monter une structure et de partager mon temps entre ma structure et mon travail à Paris. Donc j'ai choisi cette option. Et en 2004, j'ai monté un auditorium de mixage cinéma à Montlouis-sur-Loire, donc en Touraine, avec une petite salle de montage son. Et puis j'ai commencé à essayer de travailler sur des projets que je faisais à la fois à Paris et en Touraine. Donc au début, évidemment, ça marchait pas du tout. Hmm. Et puis on était en 2004, donc le transit des éléments de travail, il n'y avait pas de la dématérialisation que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'était très compliqué à monter. Et au bout de 3 ans, ça a commencé à bien fonctionner. Donc moi j'ai pu arrêter petit à petit mon activité parisienne et me concentrer uniquement à mon studio à Montlouis. Hmm. Tant et si bien que au bout d'un certain temps, en 2010, le studio tournait bien. On avait besoin de proposer à nos clients d'autres types de prestations qu'on nous demandait, de l'étalonnage, du travail de labo, du bruitage, et Mhm. on n'était pas équipé. Donc il fallait s'agrandir, et quitte à s'agrandir, j'avais pas tellement envie de m'agrandir en Touraine, là où j'avais pas du tout de clientèle locale. En fait, il y avait très peu de production, et j'avais toujours une oreille qui traînait sur l'activité bretonne. Mhm. Parce que moi-même, je suis de Saint-Malo et j'ai D'accord. fait mes études à Rennes. Donc voilà, c'est ma région d'origine. Donc j'étais toujours attentif à ce qui se Mhm. passait en cinéma, en audiovisuel. Et je voyais que ça bougeait pas mal, notamment en animation. Donc on a fait le choix de quitter la Touraine en 2011. L'idée étant de correspondre au marché qui est en complète évolution tout le temps. Et de proposer une prestation image et son pour le cinéma complète, qui est un peu dans la tendance de ce que l'on peut proposer à nos clients distributeurs et producteurs. Mhm. L'intérêt en fait pour un producteur, c'est que on va l'accompagner sur tout ce qui est gestion technique du tournage, au niveau de la sécurisation des rushs, les transcodes, les quality control des rushs, etc. Et une fois le tournage terminé, ça va partir en montage. C'est très rare que le montage on le fasse ici, montage image. Mhm. Et après le montage image, la prestation complète image et son est faite là. Donc le montage son, le montage des directs, l'étalonnage, le mixage évidemment, et puis tous les travaux de labo autour de ça. Mais étant présent depuis le tournage, en fait, on a une bonne maîtrise et un bon suivi des éléments techniques. Mhm. Donc, ce qui fait qu'on est toujours en anticipation des problématiques qu'on peut avoir. Et c'est un vrai gain de temps et un vrai gain artistique aussi pour le projet, pour le réalisateur et pour le producteur. Il n'y a qu'un seul interlocuteur, c'est la même structure qui suit tout Ça le simplifie projet. énormément Ça la simplifie progression. et on gagne beaucoup de temps. Et puis il y a un vrai, encore une fois, il y a un vrai plus artistique parce que tout le monde est tous les techniciens, tous les créatifs sont dans les mêmes locaux Mhm. qui sont pas énormes. Donc il y a beaucoup d'échanges sur le projet. L'étalonneur peut parler au monteur image, peut parler au monteur son, qui parle avec le bruiteur, avec le mixeur. On fait le film en même temps et donc on peut s'autoriser jusqu'à la fin à faire des modifications en Mhm. fonction des demandes de chacun sur le projet. Du coup, quand tu as fait le choix de quitter Montlouis pour venir à Rennes précisément, est-ce que tu as eu peur de l'image que ça allait donner de quitter, on va dire, Paris,
Montlouis qui est assez proche, pour la province directement? Est-ce que ça a un impact Ah directement, bah, tu penses? non, non, en fait, ce choix-là, il a été fait déjà en intéressant en Touraine. Hmm. Et c'était plus difficile parce que c'était aussi en 2004 et Hmm. pas en 2011. Ouais. Et au niveau, bah, encore une fois, du transfert des éléments, de la dématérialisation Hmm. du matériel, c'était plus difficile. Donc le choix province, on va dire, il était compliqué en 2004. Et en Touraine, c'était déjà à l'époque AGM Factory? Oui. Ouais, Ouais, ouais. Enfin non, c'était AGM tout court ouais. d'ailleurs, et ce qui signifie à gauche en montant. À gauche en montant. Voilà, D'accord. tout simplement parce que le studio était dans un petit village qui s'appelle Hussot, et près de la Loire. Donc on est sur les bords de Loire, on remonte la route du village sur les coteaux et le studio était sur la gauche. Voilà, D'accord. voilà, c'est tout. Vous avez gardé le nom pour ici. Oui, alors qu'il ne marche pas forcément dans la rue, mais ça fonctionne dans la cour. Quand D'accord. on est dans la cour, la porte d'entrée est à gauche en montant, donc ça va. D'accord. Mais même, du coup, on est à Rennes, on est dans le on est rue de la Bascule, donc c'est un quartier proche d'Anatole France, on va dire, de la rue de Brest. Euh, c'est assez étonnant de voir que déjà, donc, vous venez en province, en Bretagne, et même à Rennes, vous n'êtes pas placé, on va dire, en centre-ville directement. Est-ce que c'était Bah, parce voulu? qu'on est Est-ce que... juste à, ouais, on est juste à côté. Et puis non, la difficulté surtout, c'était de trouver des locaux assez grands, parce que là, on a 700 mètres carrés, Hmm. et avec de la hauteur sous plafond, parce que les auditoriums, il nous faut au minimum 5,50 m de hauteur sous plafond au départ, avant de refaire les travaux d'isolation, etc. Et ça, c'est dur à trouver. Des locaux Ah ouais. avec des grosses hauteurs sous plafond, c'est Surtout en vraiment centre-ville, pas, j'imagine, du ouais, coup. c'est pas évident. Alors, c'est allé assez vite. J'ai visité quelques bâtiments. Et puis, le choix de la rue de la Bascule était assez bien parce que, à 10 minutes de la place des Lys, donc pas si éloigné de l'hypercentre, Non. dans une rue résidentielle, donc calme, de l'espace, un peu de jardin, une cour, et puis aussi de l'hébergement, ce qui est vraiment indispensable pour notre activité. D'accord, vous hébergez du coup Il y a directement dans la ici? cour une petite maison avec 3 chambres, Ah ouais, et d'accord. ce qui est nécessaire quand on n'a que des réalisateurs assez longuement, ou des comédiens, enfin, ou des techniciens de Paris qui viennent ici. D'accord. Donc Donc c'est c'est pas, voilà, c'est le bâtiment correspondait tout à fait à ce qu'on cherchait. d'accord. Donc c'est, j'imagine, du coup, un gros investissement d'intégrer des locaux comme ça, de tout rénover pour Ben oui. Bon, ne serait-ce qu'une salle comme celle-ci. Donc on est, tu peux nous expliquer un peu où on est directement là? On est dans une Alors salle cette salle, d'émissage? c'est une salle qui a 2 emplois, parce qu'on peut pas, vu notre volume d'activité, on peut pas avoir une salle vraiment spécialisée pour chaque étape de fabrication. Donc le choix a été de faire des salles, d'être un peu malin, pour pouvoir proposer, dans celle-ci en l'occurrence, à la fois l'étalonnage. Mhm. Donc on a une salle qui fait 50 mètres carrés, qui a un écran de 5 mètres de base, il y a une projection numérique sur un barco. Donc on a des conditions d'étalonnage qui sont vraiment bonnes parce qu'on a de l'espace, un grand écran. Et l'Audi nous sert aussi en bruitage. Donc là on est plutôt en configuration étalonnage. Mais quand on enlève la moquette et on tire la Mhm. rideau, et ben on voit vraiment un auditorium de bruitage avec une quinzaine de sols différents, entre le sable, le parquet, les dalles en béton, etc. Et puis derrière les rideaux, les portes, les fenêtres, tous les accessoires de bruitage dont on a besoin. D'accord. Sachant qu'en plus, quand on travaille sur un film, l'étape d'étalonnage et l'étape de bruitage sont rarement en même temps. Donc on peut faire les deux sans se compliquer la vie en fait. Et justement pour les producteurs, le fait que tu sois à Rennes, ou comme tu as dit que tu es hébergé directement ici, ça pose pas de problème particulier? Ça pose un énorme problème. Ah bon, d'accord. C'est la grosse difficulté depuis le début en fait. C'est d'arriver à capter des projets et de les faire venir ici. Parce que, en fait, comme on est les seuls à proposer une prestation globale sur de la post-production cinéma, on est les seuls en dehors de l'Île-de-France à faire ça. D'accord. Dans toute la Il y France, il y a a... que vous Ouais, qui n'êtes pas à Paris, c'est quoi. ça. D'accord. Donc, pour un producteur qui est la plupart du temps parisien, il a du mal à intégrer cette notion. D'entrée de jeu, il y a une espèce d'a priori négatif. Est-ce qu'ils vont mixer dans leur chambre, Mhm. dans le garage j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Et Et puis peut-être qui se dit, est-ce que j'ai un intérêt à aller ailleurs qu'à c'est ça. Paris? Bah oui, Alors, il y pour a la une même chose. multitude de studios à Paris, donc quel est l'intérêt de venir à Rennes?
Donc il y a quelques années, l'intérêt, il était économique, parce que les locaux sont beaucoup moins chers à Rennes qu'à Paris, J'imagine. déjà. Et puis on a un modèle économique qui est très différent. Le marché s'est tellement dégradé en quelques années que nous, il fallait vraiment qu'on puisse garder notre clientèle et en capter une nouvelle sur l'aspect qualitatif de notre prestation. Donc, encore une fois, l'accompagnement de projet, trouver le bon ratio qualité-prix, hein, pour employer des gros mots, parce que il faut qu'on soit malgré tout à l'écoute de ça, de trouver les moyens techniques et les bonnes personnes pour accompagner le projet dans le budget qu'on nous propose, et qu'il n'y ait pas d'accro et que le projet se fasse dans le confort et dans l'accompagnement au réalisateur. On va prendre l'exemple de deux films que vous avez produits ici, coproduits, on va dire. Le premier, qui va peut-être plus parler aux spectateurs, c'est Ratchet et Clank, qui est une adaptation d'une licence vidéoludique très, très célèbre. Mhm. Comment ça s'est fait puisque c'est la Belle Compagnie, si je ne me trompe pas, qui produit en France, Qui distribue. qui distribue, pardon. Mhm. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est eux qui vous ont approché? Alors, C'est un appel d'offres? Est-ce que... non, non, en fait, dans ce métier, en tout cas pour nous, on est toujours au cas par cas Hmm. dans notre relation avec les distributeurs. Donc je suis allé les voir, c'est des Nantais d'origine, et je leur ai raconté ce qu'on faisait, avec qui on travaillait, quelle était notre vision en fait du métier, qui se démarquait beaucoup de nos concurrents en fait parisiens. Et c'est quelque chose qui leur a plu, et on a commencé à travailler tout de suite en fait ensemble. Et plutôt que d'avoir un service technique en interne chez eux, Hmm. on leur a proposé une délégation de direction technique. C'est-à-dire que quand ils se positionnent sur l'achat d'un film, que ce soit un film français ou un film étranger, ils ne s'occupent pas du tout du matériel. Eux, ils s'occupent évidemment du marketing, enfin, ils font leur travail de distribution. Et dès qu'il est question d'éléments, que ce soit du son, de la promotion ou de l'image, Hmm. c'est nous qui gérons pour eux. En fait, D'accord. c'est une vraie délégation externalisée. Et donc on est en relation avec les vendeurs internationaux ou avec les producteurs, et on récupère le matériel et on le fabrique. Donc les bandes annonces, les versions françaises, le sous-titrage, et tout ce qui est élément nécessaire à la diffusion et à la promotion du film. D'accord. Et ce qui s'est passé pour Ratchet et Clank, je pense que c'est le 10e film sur lequel on travaille avec la Belle Compagnie. D'accord. On a commencé, le tout premier, je crois que c'était Joker, Avec Jason Statham. avec Jason Statham, Ouais. Maya l'abeille, juste Oui. après, avec Jennifer et Christophe Maé. On Qui s'est était bien venu ici, du amusé. coup? Donc on avait fait à Paris. Alors comment ça se passe, du coup? Les star talents, c'est très compliqué de les faire venir Ouais. Qui est le ici cas pour parce Ratchet et que... Clank. Ouais. Il y a Squeezie, par exemple, qui est Mhm. un grand youtubeur qui faisait la voix de Ratchet directement. Et Patrick Poivet aussi, qui fait la voix de Capitaine Capitaine Quark, Quark. C'est absolument. ça, qui est la voix de Bruce Willis pour le grand Mhm. public. Donc tout ça, ça se fait à Paris. Alors, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment des films. En l'occurrence, pour celui-là, on avait vraiment des grosses problématiques de disponibilité de comédiens. D'accord, Avec Patrick j'imagine. Poivet, Christophe Lemoine, qui fait Oui. Cartman, et qui a pris sa voix de Cartman pour faire le l'ignoble Nefarius. Et puis les youtubeurs. Squeezie, il fait 120 millions de vues sur YouTube par mois. Et son mode de vie, on va dire, c'est le lundi, je me lève, je fais ma vidéo, enfin je l'enregistre, l'après-midi je la monte, et à 17h je la mets en ligne. Mm. Le mardi je me repose, et le mercredi je fais la même chose. Et il est comme ça sur un jour sur deux. Mm. Donc c'est hyper compliqué pour lui de venir 2 ou 3 jours à Rennes pour pouvoir faire le rôle de Ratchet. Et donc on a fait des essais avec pas mal de youtubeurs, et donc on a été retenus, Squeezie sur le rôle Donc de il y avait quand Ratchet. même un casting, mine de Oui, rien. oui, Même si c'est Squeezie, tout à fait. Squeezie a été choisi au Mhm. détriment d'autres. Oui, oui. D'accord. Et il était C'est pas vraiment juste dans pour son nom, en fait, c'est l'énergie. là où je veux en venir. C'est pas juste pour son nom. Il Aussi, faut pas se mentir, c'était aussi, aussi pour mais son nom, parce il préconise, hein, bien sûr. Pour forcément, les grâce jeunes, à pour les son plus nom, jeunes, c'est bah oui. sûr. Mais en même temps, il faut qu'il soit juste, parce que lui, il veut pas non plus se décrédibiliser. Et puis le client non plus veut proposer une belle version française, et donc il faut que ça matche, tout simplement. Et vous avez donc le deuxième film qu'on va prendre en exemple, c'est Dégradé.
dont on voit les images sur cet écran. Et c'est un film gazaoui qui parle de la guerre, tout simplement. Donc il y a un... Qui parle pas de la guerre, non, en fait, ça parle surtout des femmes. Oui. Et ça parle surtout du quotidien des femmes, en fait. Et à côté de ça, on a essentiellement en son, parce qu'on voit l'extérieur que 2 fois et de façon très courte, l'extérieur du salon de coiffure, où un clan mafieux tient le quartier et petit à petit va se faire chasser par le Hamas. Donc il va passer une première fois, deuxième fois, et donc évidemment la situation empire. Ça se passe sur une journée, Mhm. jusqu'à devenir vraiment une scène de guerre avec voilà, des bombes, des voitures brûlées, etc. Et c'est juste à ce moment, alors je spoil un peu, mais c'est à ce moment où on va sortir du salon de Mm. coiffure, à la fin, où là on est vraiment dans, voilà, c'est la guerre, quoi. D'accord. Et cette partie-là, vous avez fait tout ce qui est bruitage, tout ça Alors on a suivi vraiment le projet de A à Z, c'est-à-dire qu'on a fait les essais caméra. Mhm. Après, ils sont partis en tournage à Amman pendant 6 ou 7 semaines. On recevait les rushs au fur et à mesure. Donc on faisait les QC, les transcodes, etc., etc., pour préparer la session de montage Mhm. qui a démarré juste après. Et puis Tarzan et Arab, qui sont les deux réalisateurs, D'accord. sont arrivés chez nous, je pense, au mois de janvier, fin janvier, je crois, et sont repartis mi-avril. Et on a fabriqué leur film avec eux. Ils dormaient là. Et donc on a eu nos 10 semaines de montage son, les 3 semaines de mixage, les 2 semaines d'étalonnage, D'accord. la semaine de bruitage, enfin toutes les étapes classiques de fabrication d'un film. Pour nous, c'était pas le premier, donc on est un petit peu habitué. Mais eux, c'était leur premier film. Mhm. Donc il y avait la barrière de la langue. Et puis surtout tout ce qu'ils avaient en tête, parce que ils ont vécu jusqu'à l'âge de 18 ans, je crois, à Gaza. Et Mhm. donc ils ont des souvenirs d'enfance et puis de leur quotidien, etc. Des choses importantes qu'ils voulaient transmettre dans le film. Et donc beaucoup évidemment de dialogue par rapport à ça, qui devait se sentir dans le film. Mhm. Et le film, quand le film est sorti, et surtout dans les premières projections à Cannes, les critiques étaient plutôt bonnes, et quand elles étaient mauvaises, l'argument c'était c'est un film oppressant. Et c'est exactement ce que voulaient en fait Je pense que c'était voulu, oui. les frères. C'est qu'on ça soit un film où on commence très léger, il fait beau, il y a la Mhm. belle lumière dans le salon, et puis petit à petit, ben, on reste dans ce salon, mais derrière il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de sons, il y a des bombes qui commencent à arriver, le Mhm. drone qui passe en permanence, qui est très présent. Et est-ce que le réseau rennais, les différentes connexions entre les entreprises, est important? Bah oui, oui, évidemment. On n'est pas nombreux, donc Non. évidemment, on essaye au maximum de travailler ensemble. Mhm. Nous, on travaille essentiellement avec Vivement Lundi, Ouais. qui nous confie, en fait, qui était très content qu'on arrive, tout Mhm. simplement, parce que c'était une des sociétés que je suivais quand on était en Touraine, et je me suis dit, tiens, être implanté à côté d'eux, je pense que ça peut les intéresser. Et donc avant de m'installer, bien avant, même un an, je pense, avant l'installation ici, j'étais allé les voir pour connaître un peu leurs besoins et ce qu'ils faisaient. Et ils venaient tout juste, ils étaient encore en cours de fabrication, je crois, sur Pokémoc. Donc ils rentraient dans un processus de fabrication plus industriel, même si ça peut être perçu comme un gros mot, ça ne l'est pas forcément. Mhm. En tout cas, de la série lourde pour les chaînes nationales. Donc nous, on est arrivé à la fin, on n'a pas pu travailler sur ce projet-là, mais ce projet-là en a entraîné d'autres, Mhm. notamment Bienvenue à Bric-à-Broc. Là, on travaille sur la science des soucis avec eux. Dimitri aussi, Oui, qui est leur série voilà, par dessin en stop motion. animation. Et voilà, sur tous ces projets-là et leurs courts-métrages, on réalise 100% de leur post-production parce que bah, on est à 5 minutes l'un de l'autre. En dehors de Vivement Lundi, on bosse aussi un peu avec Mille et une films, Oui. sur de la fiction notamment, quand ils ont des projets de fiction. Et là récemment, avec une nouvelle structure qui s'appelle L'Or Bleu, avec Oui. qui on a fait un long métrage là qu'on a terminé il y a quelques semaines. À l'avenir, vers quoi vous vous dirigez? Vers quoi AGM Factory va se diriger? Est-ce que vous allez garder cette diversité dans les productions ou C'est plus... indispensable. En fait, je pense que si le studio était resté que sur le doublage, on aurait fermé. Ouais. Et si on était resté que sur la post-production,
en animation ou en live, peu importe, on aurait fermé aussi. Parce D'accord. que le contexte est très dur, Mmh. parce que c'est un contexte européen et que les pays ne sont pas harmonisés. Donc c'est un peu la bataille au crédit d'impôt. Ça a été la Belgique très longtemps, maintenant le Luxembourg. Donc la France a toujours un train de retard dans les réformes fiscales par rapport à ça. Et donc la post-production notamment est énormément partie en Belgique et au Luxembourg. Une question de coût, Euh, en fait, directement. voilà, davantage fiscaux, hein, Ouais. tout simplement. Et là, pour vous donner des chiffres qui sont des chiffres facilement vérifiables, parce qu'ils sortent de la FICAM, qui est le syndicat professionnel de nos métiers. Premier semestre 2015, c'est 70% des post-productions de films français qui se sont faites à Bruxelles. Donc D'accord. voilà, il y a un exode, un exil terrible qui est difficile pour tout le métier, donc J'imagine, qui est ouais. difficile pour les 99% des boîtes qui sont à Paris et le pourcent des boîtes Mmh. rennaises, c'est évidemment encore plus dur. Donc nous on tient parce que justement on offre une pluridisciplinarité et qu'on a une clientèle assez large entre distributeurs et producteurs. Et ce qui nous permet du coup d'avoir un taux de remplissage des salles qui est moyen en fonction justement des projets de doublage qui sont assez courts Mmh. par rapport aux projets de post-production de long métrage qui eux sont longs. Donc ça permet un peu de niveler ou de moyenner l'économie de la société sur une année, quoi. Eh bien, merci Yann de nous avoir reçus dans tes locaux. Je t'en prie, avec plaisir. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le troisième épisode de Zone Rennes.